Oui, bonsoir à tous. En fait, quand Manuel m'a demandé de penser à un artiste pour vous parler d'art, j'ai naturellement pensé à Christo parce que c'est peut-être un des premiers artistes que j'ai rencontré, pas personnellement, mais quand j'ai découvert l'art contemporain. Et puis, il se trouve que j'habite pas loin de Saint-Paul-de-Vence, que j'ai eu il y a pas très très longtemps, en 2016, le plaisir de découvrir le mastaba qu'il avait installé dans la Fondation MAG, qui est vraiment une fondation où lui avait lui-même séjourné pendant assez longtemps avec sa femme, et où il avait eu beaucoup de projets. Il avait commencé d'ailleurs à empaqueter des arbres dans la Fondation MAG à ses débuts. Donc voilà, c'était un peu un artiste de cœur, et comme il venait de mourir, j'avais envie d'en parler, d'autant que c'est quelqu'un que les élèves aiment beaucoup entendre, enfin, les élèves aiment beaucoup comprendre ce qu'il veut dire, puisque son projet, avec celui de Jeanne-Claude, son épouse, c'était vraiment, non pas de parler d'art aux gens, mais de parler de beauté, tout simplement, et de se servir de l'art pour parler de la beauté. Voilà. On y va, j'essaie donc de partager l'écran. Donc, Christo et Jeanne-Claude, peut-être est-ce le fait d'un hasard extraordinaire, mais ils sont nés le même jour et a priori à la même heure, le 13 juin 1935, l'un en Bulgarie, donc à Gabrovo, et l'autre à Casablanca. Elle était de nationalité française, mais née au Maroc, de parents qui s'étaient déplacés à Casablanca. Ils sont nés donc exactement en même temps, mais ils ont eu l'occasion de se rencontrer ensuite à Paris, alors que Christo était à Paris et commençait à être un jeune artiste demandé parce qu'il dessinait plutôt bien. Et il a été invité à faire le portrait de la mère de Jeanne-Claude. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais je ne vous ai pas mis d'image parce que pour moi, ce n'était pas ça le plus important. Je voulais partir vraiment de… Alors, je vais essayer de rester chronologique dans mes explications, mais j'avais surtout envie de vous parler du sens de leur œuvre et de ce qu'ils veulent, de la manière dont l'art contemporain les lie. Donc, en fait, je pars bien en arrière puisque je vais partir de leurs inspirations. Qu'est-ce qui a bien pu les inspirer? Alors, il y a différentes choses. Il y a cette notion de recouvrement où on se rend compte que parfois, plutôt que de présenter une sculpture avec la plastique d'un personnage, et là, par exemple ici, le Christ, au fond, le fait de l'avoir voilé, au-delà de l'intérêt de ce tissu qui est froissé, de tout ce drapé qui apporte énormément de force à cette sculpture, au-delà même des capacités du sculpteur à représenter la finesse du voile au-dessus du corps, il y a le fait qu'en recouvrant quelque chose, on a peut-être d'autant plus envie de le dévoiler. Et c'est peut-être là le principe même de l'art, où le spectateur souhaite que l'artiste dévoile quelque chose, et où l'artiste, plutôt que de donner tout à voir, ce qui serait qu'une plate illustration, donne à voir des choses qui sont recouvertes, qui sont à peine voilé, et charge aussi au spectateur de dévoiler. On fait un petit bond en avant au XXe siècle, et on a cette idée de voile aussi qui a été proposée par un artiste lui aussi d'origine bulgare, autant que je m'en souvienne, Man Ray, qui était donc à Paris, photographe, artiste lui-même. Et ici, d'ailleurs, ce n'est pas une photographie qu'il nous propose, c'est une sculpture directement inspirée d'un texte de Lautréamont, qui, de son vrai nom, était Isidore Ducasse. Et dans le livre du comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, il dit il parle de la beauté, et il a cette phrase qui est restée célèbre: « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ».
Donc Man Ray va faire d'abord une première photographie d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table, et puis il va trouver finalement que le fait de voiler, de recouvrir, va apporter beaucoup plus de mystère à son objet, et que cette énigme-là, elle rejoint complètement ce que voulait dire Lautréamont dans cette phrase. Donc, ce premier recouvrement, cet empaquetage, ce premier empaquetage, en fait, puisque là, on est bien dans le XXe siècle où des objets peuvent être empaquetés, présentés comme des œuvres d'art, mais un ami de Man Ray du nom de Marcel Duchamp était passé par là et nous avait montré que l'objet pouvait aussi être une œuvre d'art, à condition que son auteur le décide. Cet empaquetage-là, on est à peu près sûr, même s'il ne dit pas qu'il a directement été inspiré par le travail de Man Ray, mais il y a fort à penser que, en fait, Christo était tout à fait connaisseur de cette œuvre de Man Ray. Et puis, il naviguait dans le milieu des nouveaux réalistes. Les nouveaux réalistes, ce sont des artistes comme Yves Klein, qui, alors ici on a des photographies noir et blanc, hein, mais normalement tout est baigné de cette couleur bleue, qui crée une exposition qui s'appelle Le Vide, hein, puisqu'ils vont réfléchir justement à qu'est-ce que c'est que la réalité, les choses qui nous entourent. Donc Yves Klein, lui, va plutôt travailler sur le vide en noyant sa galerie dans du bleu, enfin en noyant la galerie d'Iris Clerc plutôt dans du bleu. Vous connaissez peut-être la petite histoire, hein, les gens arrivent, ils sont extrêmement étonnés de ne rien voir d'exposé, sinon du vide. On sert un cocktail aux gens, les gens boivent un coup, et puis quand ils rentrent chez eux, ben, comme ils ont beaucoup bu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux toilettes. Et aux toilettes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pipi bleu, puisqu'il y avait un produit qui avait été donné dans l'apéritif qui a fait que leur urine était de couleur bleue. Donc, c'était une première manière de dire aux spectateurs, avec le nouveau réalisme, il y a une œuvre que vous ne comprenez peut-être pas, mais vous allez mettre du temps pour la digérer, pour d'abord l'ingérer, la digérer et la restituer. Donc, naturellement, Yves Klein était ami avec Christo et Jeanne-Claude, qui a assisté à cette exposition. Quelques années plus tard, toujours dans la même galerie, un autre nouveau réaliste, Armand, va proposer le plein. Et là, on comprend tout de suite que chez Armand, l'objet, ce sont des objets qui vont s'agglutiner, qui vont être collés les uns aux autres. Et d'ailleurs, on ne peut pas rentrer dans la galerie, les gens reçoivent aussi une invitation. Et cette fois-ci, ben, le cocktail, ils ne l'auront pas puisqu'on ne peut même pas rentrer dans la galerie. Tout est plein de détritus, d'objets hétéroclites. Et c'est la manière d'Armand de montrer que lui, il va empiler les objets, il va les collecter et les accumuler. Ce sont les accumulations d'Armand. Et un petit peu plus tard, alors c'est peut-être pas la galerie Iris Clerc, mais on comprend tout de suite que Christo, lui, il va s'intéresser à cacher l'intérieur. C'est presque comme un mélange des deux finalement. C'est pas vide, c'est pas plein, on ne sait pas. En fait, il nous empêche de voir les choses. Donc là, le ton est donné. En fait, dans les années 60, Christo va commencer à empaqueter. Alors, la petite histoire dit que l'idée lui serait venue en venant dans le sud de la France pour l'été, puisque Yves Klein était originaire de la Colle-sur-Loup, la ville d'où je vous parle d'ailleurs. Et Yves Klein, pour descendre l'été de Paris jusqu'à la Colle-sur-Loup en vacances, il prenait la fameuse Nationale 7 et il mettait sur la galerie de sa voiture des tas de paquets, de valises. Et pour pas que ça s'envole pendant tout le voyage, en fait, il mettait une grande bâche entièrement attachée avec des cordes. Et donc, ça ressemblait plutôt à ça, finalement, ce que Yves Klein avait fait sur sa voiture, et ça aurait donné l'idée à Christo. Bref, c'est pas trop vraiment l'origine de la petite histoire, mais toujours est-il que Christo va commencer à empaqueter ces objets parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à cacher l'objet, non pas le cacher pour le plaisir de le cacher, mais parce que
Au fond, si on réfléchit, c'est un petit peu comme un paquet cadeau. Vous savez, quand on vous offre un cadeau, il y a le papier qui est peut-être agréable à regarder, la ficelle, et si on n'a pas du tout idée, si on n'a pas demandé le cadeau qu'on vient de recevoir, on n'a absolument pas idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Donc, on a tout un imaginaire qui va commencer à se développer, et quand on va ouvrir ce paquet, on va le faire avec délectation. Après, la surprise est plus ou moins bonne, mais on va le faire avec beaucoup de délectation. Et c'est au fond ce que fait Christo, c'est qu'il va nous apprendre à voir les choses, à revoir les choses. Et puis, sa première réalisation hors galerie, c'est justement lorsqu'il va réaliser une exposition à Cologne, dans une galerie. Et sur le port de Cologne, il trouve qu'il y a des rouleaux de papier extrêmement intéressants. Et avec l'autorisation des autorités portuaires, il va emballer tous ces rouleaux, commencer à mettre des cordes, aidé par les dockers aussi. Et puis, il va aussi accumuler ses premiers barils d'huile, d'huile ou plutôt de pétrole. Pour lui, c'est une manière de montrer à la fois sa liberté, sa prise de conscience, vouloir faire prendre conscience au monde que c'est le monde qui est dirigé par les barils de pétrole. Que ces barils-là, qu'on peut même empaqueter, qu'on peut mettre comme des grands tas, ça dirige le monde. Donc, sa première idée, sa première intervention à Paris, ça va être ce rideau de fer. Au moment où, vous savez, il y aura eu un mur qui aura été monté à Berlin, où on parle du rideau de fer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, on comprend bien qu'on a ici quelque chose d'extrêmement politique. Christo, qui est photographié ici, en bas à gauche, devant son rideau de fer, va le réaliser en une nuit. Ça va durer 12 heures, le temps que la police s'en rende compte, puisque ça va bloquer la circulation, qu'il va être arrêté, amené au poste, parce que naturellement, il avait rédigé un petit projet, projet du mur provisoire de tonneaux métalliques, en octobre 61, mais comme la préfecture de Paris ne lui avait pas donné l'autorisation de faire quoi que ce soit, lui, il va le faire quand même, mais ça va lui valoir un petit tour par le poste de police. Mais en tout cas, il l'aura fait, et c'est déjà une première manière pour lui d'affirmer que tous ces barils, alors là, il avait gardé, si je reviens en arrière, il avait gardé les couleurs originales des barils, il avait gardé leurs marques aussi dessus, il y a Total, Esso, différentes marques. C'est aussi une manière de dire que voilà, le monde est dirigé par ces barils, qu'il y a un rideau de fer, qu'il y a différents mondes qui sont séparés, et que en fait, l'art sert aussi à alerter la population. Ça, il ne le dit pas directement, mais on sent bien qu'il y a aussi une prise de position politique. En fait, la prise de position, on va dire politique, chez Christo et Jeanne-Claude, en dehors des barils, on ne peut pas véritablement dire qu'il y en a une, mais c'est plutôt une envie de liberté, toujours la question de la liberté. Ils vont même écouter les avis des gens qui ne veulent pas toujours que les choses soient faites. Et leur première liberté pour eux-mêmes, c'est de faire des projets, donc de réaliser, comme là, l'intervention dans une vallée avec des rideaux, donc créer un grand rideau pour fermer une vallée, une sorte à nouveau de rideau, mais pas de fer cette fois-ci, mais l'idée de bloquer le regard. On est dans les années 70, en pleine période du land art. Ils ne s'appellent pas artistes land artistes. Pour eux, ils sont plutôt des créateurs d'architecture extérieure et éphémère. Ils veulent simplement changer le regard. Là, on a une vallée qui est immense. Bon, il y avait un projet, autant que je m'en souvienne, de peut-être mettre un barrage. Donc, c'est aussi une manière pour eux de faire un barrage. Pas un barrage d'eau, mais un barrage effectif pour le regard et pour empêcher de voir et alerter les populations, les autorités sur ce qu'ils comptent faire. Enfin, ce qui pourrait être fait, et eux font quelque chose pour montrer et faire réagir. On voit ici dans leur projet, en fait, ça va être le travail systématique à partir de là, la manière dont Christo va intervenir. Il fait réaliser des photographies du lieu dans lequel il souhaite intervenir. Il va même mettre des plans topographiques sur lesquels il va dessiner son projet. Et puis sur les photographies, il redessine, il colorie, il utilise du crayon. Et ces projets qui sont généralement d'assez grand format, 71-56 et des fois plus grands encore, il va les vendre.
Et c'est en fait le fruit de la vente de ces projets qui va permettre de passer à la réalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il ne demande pas d'argent aux autorités pour réaliser ces projets. Il est totalement libre dans ses réalisations, qui sont à chaque fois des réalisations autofinancées. Et on imagine, quand on voit ici que le rideau fait 13 000 mètres, enfin 13 000 mètres de tissu, 351 mètres de large. Parfois, on a des hauteurs de plusieurs mètres aussi, des tonnes et des tonnes de matériaux. Il faut du monde, c'est un véritable chantier, quoi. C'est un véritable chantier de construction éphémère, systématiquement éphémère. Donc, il faut déjà avoir beaucoup vendu de travaux préparatoires et ensuite beaucoup vendre de photographies, puisque en fait, il a ensuite les droits exclusifs des photographies de ses œuvres. Et à chaque fois qu'une œuvre a été entièrement financée par la vente des travaux préparatoires dans les musées, pour le coup, par la vente des photographies dans les musées, les journaux, les livres. Il n'y avait pas encore la publication sur son site, mais maintenant il a un site aussi qui… D'ailleurs, toutes les photographies que j'utilise sont prises sur son site. Les droits exclusifs de reproduction, et ça permet de systématiquement tout financer. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va travailler à pure perte ou avec de l'argent public. Donc, ça lui permet aussi d'avoir la liberté de dire et de faire ce qu'il veut. Donc, il y a systématiquement, on a compris que Christo est le dessinateur, c'est toujours lui qui dessine dans le projet. En fait, le projet germe dans l'esprit de Christo et Jeanne-Claude, hein, les deux, qui sont inséparables vraiment jusqu'au décès de Jeanne-Claude en 2009. Et donc, l'idée germe dans l'esprit des deux. Christo va réaliser les dessins. Jeanne-Claude va s'occuper de tout l'aspect technique et toute la mise en œuvre. C'est elle vraiment qui est la personne qui s'occupe de la mise en œuvre, qui contacte aussi les journalistes, les musées pour vendre. Elle s'occupe vraiment de toute la logistique. Sans elle, d'ailleurs, après, il a fallu vraiment beaucoup de monde, une équipe complète pour s'occuper de la logistique. Donc, le running fence aussi qui a été beaucoup critiqué. Alors, ça fait penser, bien sûr, quand on regarde surtout la photo du bas, on pense à la Grande Muraille de Chine. Hein, et c'est pas anodin. Et cette idée, donc là aussi, hein, de remettre, enfin, pas de remettre en cause, mais de parler de la question du territoire, en fait, en y mettant quelque chose qui ne fait que passer. Hein. Quand vous avez 2 années comme là, 1972-1976, ben, vous avez le projet qui est né en 1972 et la réalisation qui s'est faite en 1976. Ça, c'est un projet, on dira, très, très rapide. Hein. Parfois, ça peut durer 25 ans de mise en place d'un projet. Alors, les îles entourées, Surrounded Island, là, c'est un projet naturellement qui est né dans l'esprit de Jeanne-Claude au moment où eux ont habité aux États-Unis à temps plein. Donc, elle n'a jamais affirmé que c'était venu de l'esprit d'une femme, ce projet, alors que c'était bien elle qui avait eu cette idée de mettre du rose autour des îles. Ça aurait dû durer un petit peu plus que 2 semaines, cette installation-là. Sauf que même si Christo et Jeanne-Claude, pour mettre en place toutes ces toiles roses autour des îles, ont dû enlever plus de 40 tonnes d'immondices, hein, ou faire enlever plus de 40 tonnes d'immondices. Au bout de 2 semaines, ils se sont rendus compte que l'assimilation chlorophyllienne des plantes, des plantes sous-marines sous l'eau, commençait à être mauvaise, donc les poissons respiraient mal. Et comme ils ont toujours eu une vision avant la lettre très écologiste des choses, ils ont très très vite enlevé leur installation parce qu'ils ne voulaient pas que leur installation puisse abîmer le territoire. Tout ce qu'ils font est systématiquement réversible. Donc on a là aussi les projets préparatoires, hein, de leur installation. Il y en a des dizaines et des dizaines, hein, je vous ai fait grâce. Voilà. Et puis, ils ont voulu aussi empaqueter, pas seulement des lieux, mais aussi des monuments. Alors, forcément, petit clin d'œil, je vous ai mis le monument à Victor Emmanuel qui est présent donc à Milan, hein, devant
devant la cathédrale, avec ici quelque chose qui a été assez étonnant, puisque ce monument complètement recouvert, lorsque Christo a décidé de le faire, c'est parce qu'en fait, dans les années 70, il voulait fêter les 10 ans du nouveau réalisme. Et il y avait à ce moment-là en France trop d'interdictions, c'était vraiment très très compliqué. Donc ils ont été invités à Milan par d'autres artistes, par des artistes italiens qui s'intéressaient beaucoup à ce qu'ils faisaient, des gens comme Piero Manzoni, des gens, voilà, il y a un autre artiste dont le nom me reviendra plus tard, mais ils ont été invités comme ça par plusieurs artistes italiens à Milan, et très rapidement, donc Christo a emballé cette statue, et il a fallu qu'il la dévoile très très vite, puisque les Italiens ont trouvé que c'était une insulte faite à Victor Emmanuel, même s'il n'était toujours pas réhabilité, mais ils ont trouvé que c'était une véritable insulte que de recouvrir ce monument. Donc, il l'a découvert. Bon, après, je vous passe les détails, parce qu'après, les nouveaux réalistes ont fait un feu d'artifice, enfin, plein de choses autour. Une manière, non pas de critiquer ni ce monument, ni quoi que ce soit par rapport à cette idée d'interdiction, mais plutôt le fait de l'interdiction en art en général. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, il a accepté, mais il a trouvé que c'était un petit peu fort, que les gens n'étaient pas assez réceptifs finalement à cela, et l'ont pris pour une insulte alors que ça n'en était pas une. Et puis, un autre monument, alors là, je fais un grand écart dans le temps, mais un autre monument, quelque part, qui a été empaqueté par Christo, c'est le Pont Neuf à Paris. C'est ce qu'il a vraiment fait connaître auprès du grand public, parce qu'avant cela, c'était plutôt un artiste qui était très connu dans les milieux de l'art, mais pas tant que ça du grand public. Mais là, vraiment, ça lui a valu une consécration quasi universelle. Recouvrir le pont le plus ancien de Paris, le recouvrir en enlevant finalement, en ne laissant apparaître que la forme des choses. Et c'est ça qui l'intéresse aussi, quand il recouvre les monuments. On ne voit plus les statues, on ne voit plus les lampadaires, on ne voit plus tous les détails. Et les Parisiens, au début, ont trouvé ça, au début, ils se sont dit, tiens, on va refaire le Pont Neuf. Ils vont certainement, on a ici un recouvrement, mais c'est pour installer quelque chose, ils vont tout nettoyer, on nous cache la façade. Et puis, les gens se sont dit, mais non, on ne nous cache pas la façade, parce que vu la manière dont les choses sont habillées, dont le pont est habillé avec une sorte de drapé, il y a quelque chose d'esthétique. Donc, les Parisiens ont beaucoup apprécié la première semaine. Et puis, la deuxième semaine, ils ont trouvé le temps long. Et puis ensuite, ils avaient terriblement envie de retrouver leur Pont Neuf. Comme quoi, quand on masque quelque chose, quand on cache quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours, parce que tous les jours, on ne fait plus attention, une question de quotidien, peut-être que ça vaut le coup d'emballer. Alors, je ne vous dis pas d'emballer votre mari ou votre dame, lui, il l'a fait aussi avec des modèles, mais peut-être que ça vaut le coup des fois de cacher quelque chose qu'on voit trop souvent pour avoir un autre regard sur lui. Et c'est au fond là tout ce que Christo et Jeanne-Claude voulaient communiquer au monde. C'était cette idée de renouveler notre regard. Oh pardon, ça va très très vite, là j'ai appuyé à peine sur la touche, j'essaie de revenir en arrière. Voilà, donc en fait, l'exposition a duré un petit mois, même pas, 22 septembre, 7 octobre. Je crois que là aussi ça a été réduit, parce que vraiment les gens souhaitaient que ce soit enlevé. Voilà. Là aussi, un grand projet. Quand on regarde, plus de 40 000 m² de toile, 13 000 m² de corde, 12 tonnes de chaînes d'acier. On est dans des gros projets. Alors, le projet des parasols, c'est un projet davantage sur la question de la paix, puisqu'il a souhaité créer de part et d'autre du Pacifique des parasols aux USA et au Japon, avec cette idée que les parasols donc allaient être ouverts en même temps au Japon et aux USA.
Donc, il a implanté plusieurs centaines de parasols de part et d'autre. Il a fait appel à des gens volontaires, des amateurs d'art qui s'étaient inscrits, beaucoup d'étudiants d'école aussi. Et tous les parasols ont été ouverts au même moment. Il y a des petites vidéos qui circulent, qui sont vraiment intéressantes, qui sont d'une grande poésie, où ces parasols sont ouverts de part et d'autre. Donc, il y a vraiment un message de paix entre les deux pays à travers cette œuvre. Et comme on le voit, les parasols sont uniquement posés dans l'espace. C'est ce qui leur permet en fait ce qui permet à Christo et Jeanne-Claude de ne jamais intervenir durablement dans l'espace. Pardon, ça passe vraiment très vite. Autre monument emballé, ça a été le Reichstag en Allemagne, où il a mis plus de 25 ans pour arriver à pouvoir faire cet emballage. Il a fallu que le rideau de fer tombe, justement. Il a fallu que… en fait, il a pu profiter, les autorités ont accepté qu'il le fasse au moment où, pour une fois, là, c'est pas comme au Pont-Neuf, il fallait refaire une partie de la façade du Reichstag. Donc, comme il y allait avoir un emballage, ne serait-ce que pour nettoyer la façade, là, ça a été accepté pour qu'il puisse emballer entièrement le monument. Là aussi, on a perdu… ont été cachés pendant le temps de l'emballage, ont été cachées toutes les structures, mais pour laisser seulement la forme générale de ce Reichstag. Et au fond, je crois que dans l'imaginaire collectif, on connaît peut-être davantage la forme de ce bâtiment symbolique de l'Allemagne réunie à travers cette forme qu'a redonné Christo, plutôt que le bâtiment en lui-même, ce qui est assez étonnant. Donc, il a emballé aussi des arbres, pas seulement des monuments, en Suisse. Et puis, là encore, l'idée, comme je vous avais montré tout à l'heure pour les parasols, cette idée de porte qu'il va mettre à Central Park, et ce qui va lui coûter le plus cher et ce qui va être le plus difficile à mettre en place dans ce parcours avec toutes ces portes, qui ont un côté très japonisant finalement, ça va être d'ériger des portiques en acier, qui sont des portiques, on le voit un peu sur le dessin, on le voit peut-être même moins, je crois, sur les photos. Donc des portiques autoporteurs, autoportés. Donc rien n'est ancré dans le sol, ils tiennent, c'est extrêmement solide, mais ça a été un petit miracle de technologie finalement pour créer ces portiques, et ça montre encore un projet d'une très grande ambition. J'en viens maintenant au mastaba. Ça rejoint complètement les premiers travaux de Christo, avec cette idée donc du mastaba, qui est une forme extrêmement connue dans les pays arabes, une forme traditionnelle de monuments, qui sont des monuments funéraires pour la plupart. Et ces monuments, mon ordinateur est en train de lire tout seul. C'était pour comparer, voilà, surtout cette diapo, pour comparer vous voyez, le mastaba, le projet de mastaba de Christo et Jeanne-Claude, et puis la grande pyramide de Gizeh. Donc, vous voyez un mastaba qui soit au moins aussi haut, à peine quelques mètres de plus. On passe de 146,6 à 150 mètres. Donc, vraiment montrer un monument, une sorte de monument érigé à la gloire du baril de pétrole. Donc, ils ont été plusieurs fois aux Émirats arabes unis. Ils ont rencontré beaucoup de gens qui sont devenus amis. Tout a été prévu, mais pour l'instant, ils n'ont pas eu l'autorisation des Émirats arabes unis pour réaliser leur mastaba. Donc, si jamais il existe un jour, il ne sera pas de leur vivant. Et c'était le seul projet de réalisation pérenne. C'est-à-dire pas une réalisation qui dure quelques semaines, quelques mois, et puis on décroche tout, mais vraiment pour longtemps. Donc, ils vont quand même réaliser, outre les mastabas, avec toujours cette idée de tonneaux de pétrole. Je vous rassure, ils sont vides, pour avoir vu le montage de l'exposition à Saint-Paul-de-Vence. Déjà, ça fait plusieurs tonnes vides, donc voilà, ils ne sont pas pleins de pétrole. Des tonneaux qui sont peints juste avant l'exposition, en fait, et
très souvent, ce que fait Christo, c'est qu'il demande aux entreprises locales de participer. Donc là, la peinture ici à Saint-Paul a été réalisée par des entreprises locales. Donc, il va réaliser un grand mur dans le gazomètre d'Oberhausen en Allemagne, qui est devenu, c'est un ancien gazomètre qui est devenu maintenant un lieu d'exposition artistique. On est à l'intérieur du gazomètre et vous voyez le montage de l'exposition. Ce montage de barils, il y en a 13 000 en tout. Donc un mur complet, il refait en très très grand, ce qu'il avait commencé avec la rue Visconti. Ça va être un des derniers projets que va connaître Jeanne-Claude, qui malheureusement va décéder en 2009, un des derniers projets d'envergure. Le Mastaba de Londres, donc on est toujours dans la même lignée, hein, donc ne pouvant pas le faire aux Émirats arabes, il a ce projet de le mettre en fait sur un lac qui est à côté de la galerie Serpentine où il réalise une exposition à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a toujours cette idée, je réalise une expo et j'emballe un monument pas loin, hein, ce qui est l'idée à Paris pour l'été prochain, enfin repoussé en 2021 à cause du Covid, hein, d'emballer l'Arc de Triomphe tout en ayant une exposition rétrospective au Musée d'Art moderne. Là, c'est le montage du Mastaba de Londres et le résultat du Mastaba créé à Londres, à Hyde Park. Quelque chose de grandiose. Et pour finir, je voulais terminer par un projet réalisé en Italie, un des projets qu'il a peut-être fait le plus rêver. Moi, je me souviens que quand il est venu faire l'inauguration à Saint-Paul-de-Vence, il repartait le lendemain matin pour l'inauguration de ce projet-là, et on sentait bien que c'était le projet qui lui tenait le plus à cœur. Il pensait, lorsqu'il a réalisé ce projet pour laisser les gens marcher sur les eaux du lac d'Iseo, donc vous voyez un peu le principe, il y a une petite île au milieu du lac et différentes bandes flottantes pour que les gens puissent marcher. Il s'est dit, les gens vont arriver, ils vont marcher 10-20 mètres et ils vont repartir. Et il n'a jamais imaginé que les gens allaient passer des journées entières à faire le tour du lac, à aller vraiment jusqu'au bout, et où ils allaient devoir même réguler la foule tellement il y avait de monde. Donc, on a la préparation des toiles, la préparation des cubes de polyéthylène qui vont porter les gens, hein, qui ont été créés donc dans le nord de l'Italie par 4 sociétés. Je vous disais que Christo travaillait toujours avec du local, si c'était possible. Les différents flotteurs sont ancrés au fond, hein, mais tout ça, il va l'enlever encore après, hein, puisqu'il ne veut pas interférer sur les lieux d'accrochage. La préparation de tous les flotteurs au fur et à mesure, qui ensuite vont être amenés sur le lac et recouverts de toiles pour permettre aux gens de marcher directement dessus. Et en fait, c'était noir de monde et Christo pensait qu'il allait avoir 10-20 personnes, 100 personnes dessus, alors qu'il a fallu refuser du monde. Ce qui montre aussi que, alors, il y avait des gens avec des poussettes, il y avait des gens qui trouvaient que c'était tout à fait stable, qu'il n'y avait absolument aucun problème. Ils n'avaient pas peur de tomber sur les côtés et ils marchaient sur l'eau. Il y avait vraiment ce sentiment de marcher sur l'eau. Et donc, il était vraiment ravi d'avoir pu apporter beaucoup de poésie à tous ces promeneurs qui étaient venus voir. Voilà, je terminerai avec ce dernier projet qui, pour l'instant, n'a pas vu le jour, qui verra le jour vraisemblablement en 2021, l'année prochaine, avec cette idée de créer une fois de plus un dernier recouvrement, un empaquetage d'un monument particulier qui est l'Arc de Triomphe à Paris, que tout le monde connaît sur la place de l'Étoile. Et qui pour l'instant n'est qu'un projet. Ah oui, j'en avais un autre aussi, un petit monument qui s'est amusé à emballer. Vous connaissez tous Snoopy et en fait Charles Schulz avait réalisé dans une bande dessinée un petit clin d'œil où Snoopy trouve que c'est extrêmement intéressant ce que fait Christo et il se demande quel sera son prochain projet. Bien entendu, le prochain projet, c'est l'empaquetage de Snoopy. Et donc, Christo l'a réellement fait. Il a empaqueté la niche et elle se trouve donc maintenant dans le musée Charles Schulz. Forcément, petit clin d'œil
Christo, qui est resté quelqu'un finalement d'extrêmement simple en tant que personnage, alors que c'était quelqu'un qui a réalisé d'immenses projets qui ont quand même fait bouger la planète, me semble-t-il. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère avoir été dans les temps. Parfaitement. Sophie, tu as été magnifique. Vraiment, je te remercie au nom de tous ceux qui sont là, de l'Alliance Avec française, parce que ça a plaisir. été vraiment une expérience unique de découvrir avec toi Christo et tout ce qu'il a fait.